Maintenant, on va considérer un deuxième exemple. Il s'agit de la propagation d'ondes unidimensionnelles, une EDP d'ordre 2 linéaire, avec un coefficient de propagation C constant. Physiquement, la solution qu'on cherche U qui dépend des deux variables indépendantes x et t et qui vérifie l'EDP représente le déplacement vertical d'une corde vibrante au point x à l'instant t. Et puis on suppose que la corde est suffisamment longue pour que les extrémités n'interfèrent pas pendant l'intervalle de temps pour lequel on considère ce déplacement vertical. On considère également un déplacement initial illustré par la fonction f. Et puis g, elle représente la vitesse initiale verticale. Maintenant, pour la résolution de ce problème, on a déjà vu dans un exemple au début de ce chapitre que cette EDP peut s'écrire sous la forme d'un système d'EDP linéaire d'ordre 1. Et on va déterminer d'abord l'expression de V en tenant compte des conditions initiales. En utilisant la première équation de ce système, on obtient l'expression de V à l'instant 0, sachant que la variation de U par rapport à la variable spatiale n'est autre que f', et la variation de U par rapport à la variable temporelle est égale à G. Et donc la fonction Vxt sera une solution du problème à valeur initiale suivant, et comme nous l'avons vu précédemment, la solution du problème s'écrit en fonction de la condition initiale. Et ensuite, on remplace V par son expression qu'on vient de déterminer pour avoir ce nouveau problème à valeur initiale qu'on va résoudre en utilisant la méthode des courbes caractéristiques. Et pour cela, il faut considérer les équations différentielles ordinaires qui représentent les directions caractéristiques et puis l'expression de la variation de la solution U sur ces courbes. Et en tenant compte de la courbe des valeurs initiales, on peut bien exprimer x et t en fonction du paramètre s et le paramètre taux de la courbe initiale. Et puis exprimer la variation de u suivant ces courbes. Et puis on l'intègre pour avoir l'expression de u en fonction de s et de temps. Ainsi, pour déterminer la solution qu'on cherche, il suffit de remplacer les paramètres s et taux par leur expression en fonction de x et de t pour écrire l'expression finale de la solution obtenue par D'Alembert. Et c'est tout ce qui concerne la première approche de la méthode des courbes caractéristiques. Avant de passer à la deuxième approche, on va décrire ici ce qu'on appelle un problème de Cauchy. On considère ici une fonction u connue le long d'une courbe paramétrée gamma, où S est le paramètre qui décrit cette courbe. La question qui se pose, est-ce qu'on peut obtenir la solution U au voisinage de la courbe gamma? Si oui, on pourra répéter la procédure tout au long de la courbe voisine, etc. et donc obtenir la solution UXY dans tout le domaine. C'est ce qu'on appelle le problème de Cauchy. Autrement, puisque la fonction U est connue sur cette courbe, ces variations par rapport à S sont aussi connues. Et donc, on peut écrire ces variations-là par rapport aux variations de X et de Y. Et puis, en utilisant l'équation dérivée partielle quasi-linéaire qui fait l'objet de ce chapitre, on peut former le système suivant. Et tant que le déterminant ne s'annule pas, on peut résoudre ce système et donc obtenir le long de la courbe gamma, les variations de U par rapport à X et les variations de U par rapport à Y. C'est-à-dire qu'on peut construire la solution U dans un voisinage de la courbe gamma. Pour bien comprendre cette démarche, il suffit d'écrire l'expression de la fonction U au voisinage d'un point x, y sur la courbe gamma, en considérant une direction locale dx, dy, hors la courbe gamma et au voisinage d'un point xs, ys sur cette courbe. Et puisque la fonction uxy est connue sur la courbe gamma, ces variations par rapport à x et par rapport à y sont connues à partir de la résolution de ce système, on peut bien déterminer l'expression de la solution U dans un voisinage de la courbe gamma. Et ainsi, en répétant cette procédure, on peut bien déterminer la solution de l'EDP de plus en plus loin de la courbe jusqu'à couvrir tout le domaine. Il faut noter que cette procédure ne fonctionne que si le déterminant de cette matrice est non nul. Le problème de Cauchy est donc bien posé si la courbe gamma est telle que ce déterminant ne s'aligne en aucun de ces points. Et par la suite,
Pour expliquer la deuxième approche de la méthode des courbes caractéristiques, on considère un problème bien posé, mais on considère cette fois-ci les directions dx, dy qui sont non parallèles à la courbe gamma et la variation de u correspondante est définie par cette formule. Et puisqu'on a supposé que le problème il est bien posé, cette fois-ci, le déterminant de la matrice est nul, ce qui permet de construire une relation entre les variations de x et les variations de y, ce qu'on appelle les directions caractéristiques admissibles. On peut bien remplacer la colonne de cette matrice par la colonne à droite de notre système pour former une relation entre les variations de u et les petites variations de x, ce qui constitue les relations de compatibilité qui déterminent les variations de la solution par rapport aux petites variations de x le long de la courbe caractéristique. Ou bien on peut remplacer la colonne de cette matrice par la colonne à droite de notre système pour former une deuxième relation qui est identique à la première, même s'ils sont formellement différentes, et qui constitue une deuxième relation qui permet de déterminer les variations de u par rapport aux petites variations de y tout au long de la courbe des caractéristiques. Cette relation de compatibilité est bien une équation différentielle ordinaire, c'est-à-dire que notre EDP de départ est devenu une simple équation différentielle ordinaire le long de la courbe caractéristique. Ce qui constitue un problème beaucoup plus simple, puisque la résolution d'une EDO est plus simple que la résolution d'une EDP. Et ceci constitue en fait la base de la méthode des caractéristiques qui consiste à construire la solution en dehors de la courbe gamma en intégrant la relation caractéristique, c'est-à-dire en intégrant l'équation différentielle ordinaire qui est valable le long de la caractéristique. Pour bien comprendre cette méthode, on considère l'EDP homogène défini dans R2 à condition initiale. Et les caractéristiques sont obtenues en intégrant cette relation entre les variations de x et les variations de y. Et puis on considère le problème de Cauchy avec la courbe gamma définie par S0. Et puisque notre problème est homogène, on obtient que la solution elle est constante tout au long des caractéristiques. Si vous vous rappelez bien de la méthode qu'on a déjà expliquée, les variations de la solution sont nulles tout au long de la courbe, c'est-à-dire que la solution elle reste constante, ce qui est bien justifié par le fait que U est égal à F. Et pour les caractéristiques, ils sont obtenus par intégration des relations de variation entre X et Y pour avoir des directions caractéristiques sous forme de cercle de rayon S. N'oubliez pas de vérifier qu'il s'agit d'un problème bien posé, c'est-à-dire que le déterminant de la matrice composée par P, Q, dx, dy, comme on l'a vu auparavant, est bien nul. C'est-à-dire que la courbe gamma est non parallèle à la direction caractéristique qu'on vient de construire et elle ne coupe chaque caractéristique qu'une seule fois. Et puisque notre ODP est homogène, c'est-à-dire que les variations de U tout au long de ces caractéristiques qu'on vient de construire sont nulles, on peut intégrer cette relation de compatibilité pour trouver l'expression de la solution en fonction de x et de y. Je note ici qu'on ne peut pas spécifier l'expression de U en fonction de S pour les S qui sont négatifs, parce que dans ce cas, la courbe gamma va croiser deux fois la même caractéristique, ce qui n'est pas acceptable. Maintenant, on va considérer un deuxième exemple d'une EDP non homogène, tout en gardant le même opérateur différentiel que le premier exemple, mais cette fois-ci, on va considérer une EDP non homogène avec un second mot qui dépend de x et de y. Puisqu'il s'agit du même opérateur différentiel que l'exemple précédent, on obtient toujours des cercles de rayon S. Et puis on considère les relations caractéristiques qui permettent de déterminer l'expression de U. Alors on intègre l'une des relations, on obtient facilement l'expression de la solution U en fonction de x et de y. On peut utiliser la même démarche pour l'exemple suivant, où on considère un second membre U0 constant. Toujours on a les mêmes directions caractéristiques sous forme de cercle de rayon S. Et puis on considère les relations caractéristiques. On intègre l'une ou l'autre, on obtient la même chose. Ici, il faut exprimer y en fonction de x, puisqu'ils sont liés tout au long des directions caractéristiques. Et puis on obtient les deux expressions des variations de u. Et puis on obtient l'expression de u en fonction de x et de y après intégration simple.